Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Océan Politique. Aujourd'hui, nous recevons un invité dont la parole compte, une voix engagée dans la quête de vérité, de justice et de mémoire. M. Abdourahmane Sy, membre fondateur du réseau des droits humains du Sénégal, observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, réfugié mauritanien vivant au Sénégal et administrateur du FIPA. FIPA, c'est le Forum international pour la paix en Afrique. Avec lui, nous allons revenir sur des pages importantes mais aussi douloureuses de l'histoire mauritanienne. Notre objectif aujourd'hui n'est pas de raviver les divisions, mais de comprendre comment ce pays s'est construit, quelles erreurs ont été commises, quelles mémoires ont été laissées dans l'ombre et surtout comment regarder ce passé pour construire un avenir plus juste, plus apaisé et réellement commun. Monsieur Abdourahmane Sy, merci d'être avec nous. C'est à moi de vous remercier tout en saluant tous les auditeurs d'Océan FM et tous les compatriotes qui sont dispersés entre le Sénégal et le Mali et toute la communauté de réfugiés vivant sur le sol du Sénégal. Monsieur Sy, sans plus tarder, on attaque le vif du sujet, la préparation et contexte de l'indépendance 1957. Comment se préparer la Mauritanie à l'indépendance à la fin des années 1960 et quels étaient les principaux débats politiques et identitaires de cette période? Merci M. Diouf. Nous allons un peu remonter l'histoire de la Mauritanie. Comme toutes les colonies françaises en Afrique occidentale, il y a eu naissance d'une nouvelle colonie par les colons français ici au niveau du Sénégal pour maintenant avoir un pays qui sera le tampon entre le Maghreb et l'Afrique noire. Tout à fait. Et donc la Mauritanie a été née en ce sens. La première capitale jusqu'en 1962 était à Saint-Louis. C'est à partir de là maintenant qu'il fallait préparer la jeune république pour aller diriger maintenant les destinées de l'autre côté du Sénégal qui est cédé maintenant aux Français pour avoir cette colonie et baptiser la République islamique de la Mauritanie. Donc la capitale a été transférée à Nouakchott et c'est à partir de là maintenant que il n'y a pas eu de problème de gouvernance et consorts parce que il fallait maintenant prendre tous les fonctionnaires qui étaient ici au Sénégal qui sont des Sénégalais et maintenant qui vont aller servir l'autre jeune république qui est déjà née. Donc cela veut dire que c'est à partir de ce moment que le Sénégal du temps qui avait collaboré avec les colons pour maintenant diminuer ses populations en faveur des colons pour leur permettre d'avoir un pays tampon entre le Maghreb et l'Afrique noire. Monsieur Sy, quels acteurs politiques communautaires internationaux ont le plus influencé cette trajectoire? Une fois que la capitale a quitté Saint-Louis pour regagner Nouakchott, c'était maintenant le démarrage d'une jeune république qui vient de naître. Et donc là, il n'y avait pas beaucoup de problèmes. Parce que toute la crème de l'administration et consort, c'était des Noirs, composés de Wolof, de Pulaar, de Soninké et d'origine malienne, de Bambara et consorts, et quelques Sérères. Donc ce sont ces gens qui sont partis servir la jeune république pour que la Mauritanie vraiment soit sur les rails d'une destinée un peu plus claire. Okay. Donc il n'y avait pas de racisme, il n'y avait pas de mauvaise volonté pour faire quoi que ce soit. Comme c'était une jeune république, il fallait s'y mettre pour le démarrage. Donc les gens n'avaient pas un quoi par rapport à ça. Mais seulement que la cadence maintenant de cette jeune république, de 60 à 70, les choses ont commencé directement à changer. Pourquoi? Parce que tout simplement, les Noirs qui devraient être là, au niveau du tour, on avait choisi le premier président en mort, il n'y a pas eu de problème.
puisque même s'il y avait des Noirs qui étaient là pour être président, c'est lui qu'on avait choisi. Donc il n'y a pas eu un problème par rapport à ça. Okay. Ils étaient tous partis sur le bon pied pour bâtir vraiment une jeune nation plutôt, afin de servir ses destinées. Alors, comment s'est posée à l'époque la question de l'équilibre entre composantes nationales, arabo-berbères, population négro-mauritanienne dans la construction de l'État? Dans la construction de l'État, en ce moment, on savait très bien que la communauté maure n'avait pas beaucoup d'instruits. Ils ne connaissaient pas l'école puisque ils étaient carrément dans le désert. C'était le découpage géographique qu'il a fallu. Tout à fait. Maintenant, les Noirs qui sont d'origine sénégalaise et qui ont été victimes maintenant de ce choix de mettre un pays de tampon, ce sont ces Noirs qui étaient à l'école. C'était des gens qui étaient certifiés, qui avaient leur brevet d'études, qui ont fait William Ponty et consorts. Donc c'était des intellectuels. Donc il était dans l'obligation qu'il dirige vraiment toute l'administration générale. Donc il n'y a pas eu de quoi entre Meur et Soninké et Wolof et Pulaar et consorts. Non, non, non. Tout le monde allait dans le bon sens. Okay. Est-ce que ces questions ont-elles été réellement débattues ou plutôt évitées par les élites d'alors? Les élites d'alors n'ont pas voulu suivre le pas qu'ils ont trouvé en place. Parce que tout simplement, même l'administrateur le plus connu de nos anciens, il y avait Oul Horma qui était là, et il y avait même des Alpulaar, des Soninké et consorts qui avaient voté pour Horma pour qu'il soit le premier député à l'Assemblée. Donc cela veut dire qu'il y avait une bonne cohabitation entre les populations. S'il y a eu problème maintenant, c'est à partir maintenant de 70 à 80, c'est là où maintenant le problème est revenu. Pourquoi? Parce que tout simplement, au sortir de la guerre du Sahara, ils ont compris que vraiment les militaires étaient un peu secoués par ce rythme de terrain pour vraiment penser maintenant au laurier de la présidence. Alors, M. Si, selon vous, les bases de l'État mauritanien ont-elles été posées sur un terrain fragile qui allait annoncer les crises futures? En ce moment, peut-être qu'ils ne pensaient pas à ces problèmes futurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, même s'il y avait une intention de le faire, c'était déjà camouflé, personne ne pensait à ça, puisque c'était le début. Le déclic a sonné à partir maintenant de l'annonce du circulaire 02 qui annonçait l'arabisation de ce pays. C'est maintenant que là où il y a eu des couacs et des réfléchissements des réfléchis qui ont bien compris que ces gens-là sont en train de faire le petit pas. Donc il y a eu des signes avant-coureurs qui auraient pu être perçus dans les années 1960. Exactement, c'est ça. De 60 à 67, il n'y a pas eu de problème. À partir de 69-70, c'est là où maintenant qu'ils voulaient vraiment tout imposer. Ils ont commencé maintenant par le circuit 02 en 79, qui a fallu une grève générale de tous les lycées de la Mauritanie confondus. Et il y a eu des arrestations et consorts. Pour les mémoires, le président qui était en place, Bousseif, malheureusement, lorsqu'il quittait la capitale pour se rendre au Sénégal pour une visite de travail, nous, on était déjà arrêtés parce qu'on s'était opposé maintenant au début de l'arabisation de ce pays-là. Ok. Alors, revenons à la date du 28 novembre, du symbole national au jour de deuil. Alors, que représente historiquement le 28 novembre, date de proclamation de l'indépendance pour les différentes communautés, ou bien les différentes communautés du pays? L'indépendance, quand même, tout un chacun savait que l'indépendance signifie vraiment
une journée de célébration, d'épanouissement de toutes les populations par rapport à cette indépendance. Mais tel n'a pas été le cas parce que tout simplement la donne a changé lorsqu'ils ont commencé la révisation, lorsqu'ils ont commencé maintenant à se manifester directement ni en cachette pour dire que ils seront les maîtres des destinées de ce pays. C'est là où le racisme a commencé. Il fallait maintenant ne pas considérer aux Noirs parce que tout simplement il y a une couche des morts noirs, des fils des anciens esclaves qui ont été captés par des Zéra et consorts qui sont devenus maintenant une communauté à part entière au niveau de la Mauritanie. Et maintenant, comme ils ont cette culture-là d'esclavage et consorts, ils considéraient maintenant que tous les Noirs c'est des esclaves, alors que tel n'a pas été le cas. Donc, si la Mauritanie est née à travers maintenant tout ce que je venais de dire, c'est pas parce que un mort est plus important qu'un noir qui était sur place déjà, puisque les noirs étaient là sur le sol du Sénégal avant que cette partie ne devienne la République islamique de la Mauritanie. Donc ils les ont trouvés en place. Donc la cohabitation n'a pas vraiment été perturbée les premières années, mais on a compris aussitôt que depuis le premier coup d'état des militaires, tout a changé. Il n'y a plus de civils. Maître Mokhtar Ould Daddah, le premier président, c'est un avocat, c'est un civil. Donc à partir de ce coup d'état-là, jusqu'à nos jours, il n'y a que des militaires qui ont vraiment abandonné les casernes pour vraiment venir se rapprocher vraiment de la présidence. Alors, comment expliquez-vous que cette date soit devenue pour beaucoup un symbole de deuil associé aux événements tragiques des années 1989-1991 90-91. Oui, parce que tout simplement, on a compris maintenant qu'après le balayage ethnique, comme vous l'avez dit, les tueries, les viols des femmes, des charniers retrouvés un peu partout, des portées disparues, ils étaient venus maintenant pour dire aux populations que vous n'avez encore rien vu, puisque tout ce qu'on a fait là, c'est rien du tout. On va prendre un beau cadeau pour la population de la Mauritanie. Tuant 28 soldats par pendaison. 28 soldats tués par pendaison. Je vous envoyerai la liste directement d'ailleurs de ces soldats-là, Inch'Allah, pour voir, pour permettre aux gens de comprendre exactement le degré de leur criminalité, le degré de leur non-considération par rapport à ces personnes noires. Est-ce que peut-on parler d'un double sens de la fête nationale selon les groupes de population? Actuellement, on ne peut pas parler de double sens. Il n'y a qu'un sens unique. En avant, il n'y avait qu'un sens unique. Tout le monde se réjouissait de la fête de l'indépendance. Mais actuellement, aujourd'hui, sauf les populations qui ne sont pas informées, qui ne sont pas éveillées par rapport à tout ce qui s'est passé, ne peuvent aller célébrer cette fête d'indépendance. Parce que tout simplement, l'État de la Mauritanie a rendu le 28 novembre un jour de deuil, de recueillement et vraiment de mémoire par rapport à tous ces soldats, ces fils mauritaniens qui ont servi leur pays et qui n'ont commis aucun crime pour être pendus comme ça. Alors revenons, vous l'avez brossé tout à l'heure, revenons sur les violences, les tueries, les violations sexuelles, déportations et pendaisons. Alors, Mouchissi, aux événements, revenons surtout aux événements de 1989-91. Alors, que s'est-il réellement passé selon les récits documentés et les témoignages recueillis? Ce balayage ethnique, ça a trouvé qu'en 89, ils ont profité d'une histoire entre éleveurs et agriculteurs au niveau de Diawara pour intoxiquer vraiment toute la population, pour leur dire que le Sénégal est en train de tuer des Mauritaniens, donc il faut faire alors que c'était faux. Donc ils sont
Donc cela veut dire qu'il voulait prendre ça comme alibi pour faire ce balayage ethnique. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont testé le premier recensement de 73 qui les a prouvé qu'ils sont vraiment minoritaires. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore minoritaires. Depuis lors, maintenant, il fallait vraiment avoir une solution par rapport à ça pour diminuer toute la crème des communautés noires, pour les disperser, pour les tuer, pour les chasser du pays, pour vraiment diminuer ce nombre. Malgré tout ceci, jusqu'à présent, il reste encore minoritaire dans ce pays-là. Tout à fait. Alors, oui, allez-y. Je voulais augmenter les tueries. On parle de plus de 4 charniers. Il y a des charniers officiels que l'État Mauritanie a pris le soin d'aller pour organiser des prières de recueillement pour ramener la paix en Mauritanie. Donc cela veut dire qu'ils ont reconnu ces charniers-là. 4 charniers, c'est énorme. C'est plus de 4 charniers. C'est plus de 4 charniers, mais les charniers officiels qu'ils ont déclaré, reconnus. Ils ont déclaré que 4 charniers officiels. Oui, qu'ils ont reconnus. Alors que nous savons qu'il y a des charniers, tous les portiers d'Iscori, on trouve des charniers de 12 personnes, on trouve plus de 8 personnes ligotées, surtout des militaires des commandos, au niveau des Miadatar, des bérets rouges, qui vraiment étaient réunis et ligotés par 12, par 8 personnes pour être tués, ligotés en même temps et enterrés en même temps. Donc, ils ont compris que tout ce qu'ils avaient fait ne pouvait pas être vraiment réfuté, puisqu'ils ne pouvaient pas le refuser, c'est eux qui l'ont commis. Malheureusement encore, tous ces commanditaires de ces transactions-là et consorts sont en vie, et d'autres sont à l'Assemblée nationale, d'autres sont dans le gouvernement actuel. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas une volonté d'aller vers un éclaircissement, d'aller vers des solutions durables, c'est-à-dire régler le problème de la justice. Les orphelins continuent de pleurer. Ils ne savent pas quand est-ce que la justice sera rendue. Les veuves, pareil. Les réfugiés qui sont ailleurs, qui ne peuvent pas, qui sont en train de devenir des apatrides au Mali et au Sénégal, ne savent pas de quel pied il faut danser. Il faut danser plutôt. Donc cela veut dire que il leur reste beaucoup de choses. Le courage de dire qu'il y a bel et bien eu vraiment ces exactions arbitraires et tout. Donc aller maintenant vers la justice, prendre les commanditaires et tout ce qu'ils ont tué pour les juger. Tout à fait. Maintenant, au moins, il y aura un pas vers maintenant la solution durable. Si ces autorités qui viennent veulent dire au monde entier que eux ils n'avaient pas gouverné, c'est faux. Ils étaient là dans les casernes, dans toutes les casernes des paramilitaires, gendarmerie, militaire, garde et consorts. C'est eux qui sont ici. C'est eux qui étaient les bourreaux. Donc, on réfléchit comment vraiment les ramener à la réalité des choses par rapport à toutes ces exactions qui ont été faites. Et nous, que tous ces dégâts humains qu'ils ont commis, nous le résumons à un génocide. Bien vrai que quelques spécialistes, soi-disant plutôt spécialistes, veulent dire que ce n'est pas un génocide. Mais un génocide, sa définition est très claire. Et ce qui s'est passé en Mauritanie en 89, 90 et 91, c'était un génocide à part entière. Tout à fait. Alors, quelles sources considérez-vous comme les plus fiables pour reconstruire ces faits? Les plus fiables pour constituer ces faits, c'est l'État de la Mauritanie qui doit prendre l'engagement décisif pour mettre carte sur table, parler avec les victimes, voir comment juger tout ce qui a été commis, tout ce qui avait commis ces tueries, les juger et dédommager exactement tous ces enfants orphelins et qui, comment on appelle, et veuves. Donc cela veut dire que vraiment c'est vraiment ça. Okay. C'est dommage qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Alors, monsieur Si, on parle de déportation vers le Sénégal et le Mali. Alors, comment ces expulsions massives
ont-elles été organisées? Oui, donc la communauté internationale avait su aussitôt que la Mauritanie était vraiment dans des événements douloureux. Ils ont mis un pont aérien en place. Ok. Au moment où l'État prenait des camions pour vraiment ramener les gens vers la rive du fleuve et les faire traverser par force. Et les autres fonctionnaires maintenant, c'est là où ils ont pris le pont aérien, des avions français, algériens, un peu partout, des Européens et Africains qui sont venus prêter main forte, prendre des fonctionnaires pour les déporter directement au Sénégal et au Mali. Alors, quelles ont été les conséquences humaines pour les familles concernées? Oui, il y a eu des déchirements de famille, des éclatements de famille, puisque le CICR peut même le confirmer, bien vrai que la Mauritanie fait partie du CICR du Maghreb. Il n'est pas concerné par le bureau sous-régional de Dakar. Okay. Mais nous savons, nous qui sommes à la Commission africaine, on avait bel et bien eu les documents qu'il y a eu des familles qui ont éclaté, il y a eu pères et mères qui ont été tués, il y a eu des enfants. Donc la tuerie était vraiment exécutée. Ils sont allés jusqu'à tuer des bébés. Donc cela veut dire que c'était vraiment au-dessus vraiment du cadre humain. Du cadre humain, tout à fait. Ça dépassait vraiment l'entendement. Donc c'est à partir de là maintenant que tous ceux qui étaient déportés, ils faisaient prendre quelqu'un à partir de Sélibabi, le mettre dans un camion, l'amener jusqu'au Trarza à Rosso pour le faire traverser, ou bien l'amener jusqu'au Gorgol à Kaïdi pour le faire traverser au niveau de Matam. Cela veut dire que c'était pour que tous ces gens-là soient dépaysés, soient découragés de repenser pour la Mauritanie. Okay. Alors que, comme le disait la formule, on peut faire quitter au nom de son pays, mais on ne peut pas faire quitter de son cœur son pays, tout à fait. Alors, vous évoquez souvent les violences sexuelles subies par des femmes noires mauritaniennes. Alors, pourquoi ces crimes restent-ils encore peu documentés ou peu reconnus? Peu documentés, nous, c'est ce qu'on a toujours crié haut et fort. L'une de mes déclarations l'année dernière, je disais que actuellement le problème c'est pas seulement le problème du Sénégal ou de la Mauritanie, mais c'est de la communauté internationale. C'est la communauté internationale et l'Union africaine et la CEDEAO qui n'ont pas eu le sens de mesurer les dégâts pour vraiment aller à l'encontre de cet état-là pour trouver des solutions durables, définitives. Tout à fait. Alors, avez-vous rencontré des survivantes ou des familles qui acceptent aujourd'hui de parler? Actuellement, le début, les gens commençaient à parler parce que il y a eu beaucoup de chercheurs européens, américains ici. Et on a vu des femmes qui sont violées devant ses enfants, finalement tuées. On a eu un père qui a été tué devant sa famille, devant ses enfants. On en a tout vu de toutes les couleurs. Donc tout le degré de sauvagerie qu'on pouvait accepter, la Mauritanie, le gouvernement de Maouia avait dépassé ça. Et tous ces bureaux et tous ces bourreaux qui sont actuellement dans le gouvernement et à l'Assemblée nationale le savent très bien, ce que je dis. Tout à fait. Ouais. Maintenant, si ils vont jusqu'à banaliser vraiment tout ce que qu'on appelle harmonisation du texte international et de la législation nationale, cela veut dire que ceci, ça ne les perturbe pas. Quand tu te lèves aussi pour défendre, pour parler du droit humanitaire international, eux, ils te prennent comme un représentant de Satan, comme un représentant des Européens, pour aller venir les inculquer quoi que ce soit. Alors que eux, ils ont oublié que dans notre religion musulmane, notre religion nous interdit de tuer quelqu'un, à plus forte raison que de tuer des milliers et des milliers de personnes. Tout à fait. Dans un mois béni de Ramadan et plus. C'était extraordinaire. Alors, monsieur Si, le 28 novembre 1990, si vous vous rappelez très bien,
Alors, 28 militaires noirs ont été pendus à Inal. Exactement. Alors, comment expliquer que cet événement soit resté longtemps tabou dans l'espace public mauritanien, pardon. La veille du 28, comme le président de la République avait annoncé un beau cadeau, comme il le qualifiait, un beau cadeau pour la population, il va exécuter 28 soldats. Et lorsque l'exécution a été terminée dans cette atmosphère-là, il n'avait pas de mots que de dire que voilà votre cadeau d'anniversaire d'indépendance de la Mauritanie. Donc, comme ça a dépassé l'entendement, tous les esprits étaient un peu endormis. Pourquoi? Parce que tout simplement, personne ne s'attendait à ce degré vraiment de méchanceté par rapport à la population des Noirs. Okay. Alors, quelles démarches ont été entreprises par les familles pour briser ce silence? Et voilà, donc après les événements, il y a eu beaucoup de mouvements. Il y a eu les flamistes qui avaient fait leur circulaire. Il y avait eu le mouvement des droits de l'homme, j'étais membre. Il y avait eu beaucoup d'associations. Même au niveau de la Mauritanie, il y avait les veuves qui sont organisés et qui se rendaient à la Commission africaine. Il y avait les orphelins. Donc il y avait la FONAD, c'est-à-dire la Société civile mauritanienne pour la défense des droits humains. Donc c'est en ce sens, plus maintenant, les rescapés de Inal, l'un d'eux, Mamadou Sy, qui avait écrit le livre pour édifier au monde entier tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Okay. C'était dans ce roman-là. Ok, il y a eu un rescapé. Ouais. Okay. Il y a eu des rescapés. Dont l'un a eu le soin vraiment d'écrire un livre sur ça, pour vraiment édifier toutes les personnes vivant sur ce globe terrestre, pour leur permettre de savoir ce qui s'est passé exactement. Ce qui s'est réellement passé. La veille de l'indépendance de la Mauritanie. Donc cela veut dire que toutes ces personnes qui sont ici et les ressortissants qui sont en Europe, aux États-Unis, au Canada et consorts, tout un chacun tenait bien à célébrer la journée du 28 pour vraiment expliquer explicitement tout ce qui s'est passé cette nuit du 27 au 28, de 90 au niveau de Inal. Ok. Voilà. Je rappelle à nos très chers auditeurs que nous recevons Abdourahmane Sy. Abdourahmane Sy est membre fondateur du réseau des droits humains du Sénégal. Il est également observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, réfugié mauritanien vivant au Sénégal et administrateur du FIPA. Alors, le FIPA, c'est le Forum international pour la paix en Afrique. Monsieur Sy, alors certains évoquent cette période comme une forme d'épuration ou de balayage ethnique. Que pensez-vous de cette qualification? Certainement, il n'y a pas de mot plus adéquat par rapport à ce balayage ethnique, parce qu'il fallait choisir quelques ethnies, les faire sortir du territoire par la force. Donc c'est un balayage ethnique vraiment qui est visible. Mais si c'est pour nourrir les esprits, ce balayage ethnique a été fait comment? Il a été fait par la brutalité, par la méchanceté de tuer des gens qui n'ont rien fait, qui n'ont commis aucun acte contre la Constitution, violer les femmes, tuer des enfants, les faire traverser des frontières pour d'autres pays en laissant leur pays derrière eux. Donc cela veut dire que vraiment c'est un balayage ethnique. Tout à fait. C'est le terme qu'il faut. Okay. Parce que tout simplement, ils n'ont pas la culture, vraiment, si les Nations Unies vont jusqu'à essayer de compromettre l'avenir pour leur dire que venez suivre cette norme. Vous avez votre législation nationale, vous faites une harmonisation avec le texte national, c'est pour répondre aux aspirations mondiales. Donc peut-être les autorités jusqu'à présent, ils n'ont pas compris vraiment cet appel.
Puisque hier seulement, le forum des droits des minorités, c'était hier. Il y avait Ibrahim Daoulabedi qui était là-bas d'ailleurs, Tout à pour fait. confirmer exactement ce qui s'est passé. Mais ils ont compris que placer les droits des peuples au cœur de la considération de la paix et de la justice transitionnelle, toute la communauté nationale le sait. C'est ce qu'il faut faire pour consolider vraiment la paix. Maintenant, si ces gens-là n'ont pas l'intention de faire un pas vers cette paix-là, c'est là où il y a le bas, c'est là où le bas blesse. Où le bas blesse, tout à fait. Il faut qu'il y ait une volonté pour aller. Cette volonté maintenant, elle va débuter par dire que toi tu avais commis tel, arrêtez-le. Toi tu avais commis tel, arrêtez-le, jugez-le. Voilà. Maintenant, les populations vont dire que même si vous gouvernants, si vous n'étiez pas là lorsqu'on faisait ces théories-là, vous voulez vraiment revenir à la réalité, il faut y aller avec vraiment la forme. Ok. Que la justice soit rendue. Oui. Et que maintenant, si les gens pardonnent, ils pardonnent, mais ils n'oublieront jamais. Alors, quelle menace, ou bien quelle nuance, ou précision serait nécessaire pour une interprétation historique rigoureuse? Une interprétation historique rigoureuse, c'est-à-dire que d'abord, l'État doit reprendre d'abord ses erreurs. Une fois qu'ils ont reconnu vraiment toutes ces erreurs, aller maintenant vers le pas de juger, de dédommager et de réparer. Je me rappelle en 2012, lorsque les réfugiés mauritaniens ont dit qu'ils veulent rentrer chez eux, et il y a une organisation parfaite du système des Nations Unies, du bureau de Dakar et de Nouakchott, et des deux États, un accord tripartite a été mis en place. Pourquoi l'accord tripartite a été classé? C'est la Mauritanie qui avait violé cet accord tripartite. Donc il n'y a plus maintenant d'un retour officiel, d'un retour organisé. Ils ont dit qu'il y a eu 24 000 qui sont revenus, donc c'est largement suffisant. Alors qu'il en restait, ils le savent. Les Nations Unies le savent. L'État du Sénégal le sait. Eux, ils le savent. Où est le problème maintenant? Pourquoi ne pas s'occuper des gens qui sont ici? C'est parce que tout simplement, ils n'ont pas cette volonté-là. Parce que quand on veut vraiment construire un pays, c'est sur des bases solides, transparentes et sans équivoque par rapport à la méchanceté, par rapport à haïr quelqu'un ou parce qu'il est telle ethnie ou de telle ethnie. Non. C'est tous des fils de la nation mauritanienne. Tout à fait. Ils sont au même pied d'égalité. Ils doivent être traités au même pied d'égalité. Si maintenant ils n'ont pas cette volonté-là, cela veut dire que le problème persistera. Tout à fait. Ça, c'est sûr. Tout à fait. Alors, parlons maintenant des responsabilités politiques et gestion de la mémoire. Monsieur Si, quel rôle attribuez-vous au régime de Maouya Sidi Ahmed Taya dans le déroulement de ces événements? Son rôle a été très clair. C'était d'organiser ce balayage ethnique à travers ce banal événement entre éleveurs et cultiveurs. Et cultiveurs, ok. Cultivateurs. Ils l'ont bel et bien mis en place et ils ont réussi leur défi. Maintenant, jusqu'à leur mort, ils ne vont pas oublier ça. C'est pas seulement les populations qui ont subi vraiment ces atrocités qui vont avoir en mémoire à ça, mais ils ont un devoir de mémoire par rapport à tout ce qui s'est passé pour que la communauté nationale et internationale sache que les années de brèche, entre 89 et 91, il y avait ceci et ceci et ceci. Alors maintenant, oui, allez-y. Maouya, lui, actuellement, il est réfugié au Qatar depuis son coup d'État. Depuis qu'il a subi son coup, depuis qu'on l'a infligé cette gifle-là, lui aussi, il est devenu réfugié au niveau du Qatar. Donc cela veut dire que lui... Donc il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Ok. Il est toujours vivant, il est bien important. Et on sait très bien qu'il est bien portant. Parce que tout simplement, il n'a aucun problème. Oui, par rapport à ces gens qu'il a largués au Mali, qui est dans une insécurité totale. Et au Sénégal, les gens sont en train de mourir à petit feu. Certains sont venus avec leurs séquelles. Des séquelles vraiment béantes.
Donc, il fallait un devoir de mémoire par rapport à tous ces problèmes-là, depuis le début du balayage ethnique jusqu'à la dernière vie de ces populations mauritaniennes qui sont sur le sol du Sénégal et du Mali et ailleurs. Tout à fait. Alors, parlons de la chaîne de commandement. Qui savait quoi à l'époque? En ce moment, les autorités mauritaniennes, ils savaient ce qu'ils ont commis. Ok. Parce que je me rappelle, lorsque Abdou Diouf a été au camp de Batrin, et lorsqu'il a vu vraiment tout ce qui s'est passé, ces gens qui sont venus par le pont aérien, ces blessés, il avait pleuré ce jour-là. Tout à fait. C'est à partir de là que les autorités sénégalaises ont constaté, tout le monde s'en rappelle, vraiment que ce qu'ils ont avancé comme alibi n'était pas fondé. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils étaient en train de leur envoyer des Mauritaniens authentiques. Donc cela veut dire déjà qu'au niveau des autorités de l'accueil, ils ont compris tout ce qui s'est passé de l'autre côté. À plus forte raison que eux, qui sont commanditaires de ce balayage ethnique, ils savent tout. Maintenant, le devoir de mémoire qu'il faut consacrer éternellement, c'est de divulguer avec des documents à l'appui et consorts pour permettre à la communauté nationale et internationale vraiment de saisir cette occasion pour mieux garder en mémoire tout ce qui s'est passé. C'est pas parce que tout simplement pour le garder, pour mettre en mal un jour la République islamique de Mauritanie, non. C'est pour dire à la Mauritanie, c'est pour dire la République de la Mauritanie que ceci ne devrait pas avoir lieu au futur. Et faire apprendre aussi aux autres pays limitrophes que ceci était un dégât vraiment matériel, humain et tout. Donc, c'était pas favorable pour un développement plutôt. Ouais. Tout à fait. Alors, pensez-vous que l'État mauritanien a depuis assumé sa part de responsabilité ou tenté de réparer? La réparation, Abdul Aziz quand même, lorsqu'il a signé l'accord tripartite, on l'a mis des fonds pour accueillir ces jeunes, ces réfugiés qui devraient retourner. Donc, il devrait s'occuper du passif humanitaire. Mais tel n'a pas été le cas. Lorsque les 24 000 sont partis, il n'y a que 1600 qui ont retrouvé leurs papiers. Mais ni leur terre, ni leurs biens, ni rien du tout, ni reconnaissance de ces personnes qui sont enterrées par Cernier. Tu n'as pas le droit de récupérer ton parent pour lui vraiment faire tout ce qu'il faut pour des musulmans et consorts et le remettre aux miséricordieux, comme l'islam nous a appris. Donc tous ces faits-là, ils l'ont compris. C'est pour cette raison qu'Abdul Aziz avait eu l'intention de rendre à Kaïdi, après à Sorimale, l'un des Cerniers du Sud, pour vraiment faire deux rakas de prière pour s'excuser et revenir vraiment à la réalité et oublier tout. Alors que ceci n'était pas suffisant. Tout à fait. Il fallait avoir le courage de juger tous ces tortionnaires-là, qui sont là, qui vivent actuellement jusqu'à présent. Et même, il devait y avoir un appel historique, réfugiés de tous les Mauritaniens, vous pouvez rentrer. Ça serait un acte noble. Hein? Bien sûr, c'est-à-dire que ceux qui restent sur le sol du Sénégal, le HCR, s'ils m'entendent, les Nations Unies, le système des Nations qui parle des réfugiés, ils le savent très bien. Lorsqu'ils ont violé l'accord tripartite, les gens étaient sur les listes pour retourner. C'est eux qui ont bloqué ce retour. Tout à fait. Parce que tout simplement, ils disent que si tout le monde revient, donc le nombre encore va augmenter. Donc, et jusqu'à présent, on est resté ici, et jusqu'à présent, eux, ils sont restés minoritaires. Donc, cela veut dire qu'actuellement, le gouvernement d'aujourd'hui, de Razouani, a voulu faire une réparation par de l'argent qui sème vraiment la zizanie au niveau de la capitale actuellement aujourd'hui, là où on parle. Parce que tout simplement, distribuer des milliards à des veuves et orphelins, ça ne résout pas ce problème-là.
le problème, c'est le problème de la justice, parce qu'il y a les veuves qui ont constaté, qui ont refusé cet appel, les orphelins de même, et quelques autres qui ont dit que même si il n'y a pas tous les points qui étaient abordés pour être résolus, au moins c'est un premier pas. Alors que le premier pas, c'est pas ça. Le premier pas, c'est de revenir à un état de justice, à un état de droit. Tout à fait. C'est ça la priorité des choses. On ne peut pas gouverner n'importe comment et dire qu'on va faire le bon vent pour tout le monde sans pour autant y aller. Y aller maintenant, c'est arrêter tous ces bourreaux qui sont connus, parce qu'il y a des tortionnaires qui ont survécu, qui reconnaissent leurs tortionnaires. Tout à fait. Donc ça, c'est très simple. Tout à fait. Les plaintes ont été déposées à Genève. Maouia, il est calé là-bas, il ne veut même pas sortir. Le premier officier, Eli Woulda, lorsqu'il est rentré en France, lorsqu'il a su que sa plainte était là-bas, il a fallu qu'il prenne la fuite pour revenir. Tout à fait. D'autres, actuellement, ont même changé leur identification au niveau des mairies pour répondre à d'autres noms. Donc cela veut dire que ce n'est pas ce qui résout ce problème-là. Ce problème-là, pour le résoudre, il faut revenir à la réalité des choses. Juger les tortionnaires, s'occuper du passif humanitaire, ramener tous les enfants du pays et penser maintenant vraiment au dédommagement de tout ce qu'ils ont commis. Alors, comment jugez-vous les différentes initiatives, journée de pardon, réintégration partielle, commémoration officielle ou non? Bon, ça, je dis que c'était les journées portes ouvertes, c'était organisé par Aziz. Donc Aziz, lui, comment on appelle, le seul président qui était élu démocratiquement, c'était Sidoul Abdallahi. Depuis lors, il n'y a eu que des coups d'État sur coups d'État. Tout à fait. Donc c'est des gens qui sont installés pas par la voie des urnes. Par la voie démocratique. Par la voie démocratique. Donc cela veut dire que c'est là où le bas blesse. Tant que les militaires n'ont pas regagné les casernes, tant qu'ils n'ont pas aspiré à des élections libres, transparentes, tant qu'ils n'ont pas jugé tous ces tortionnaires-là, le nœud du problème restera intact. C'est ça la vérité. Alors, pourquoi, selon vous, le débat mémorial reste-t-il sensible aujourd'hui? Le débat mémorial, parce que vous savez, si vous prenez une période que vous voulez vraiment mémoriser, ça dépendra maintenant des cas qui s'étaient passés en ce moment. Comme c'est des cas, c'est des théories et consorts, c'était plus douloureux. La victime, le parent de la victime, l'ami de la victime n'oublieront jamais. C'est ça. Mais en garde de mémoire, ils doivent être courageux et tenir leur courage en deux mains et dire qu'on a fait ceci et ceci et ceci. On va juger ceux qui ont tout qui avaient fait ces exactions arbitraires. Revenir maintenant à la réalité des choses. Maintenant, au moins, même si les mémoires gardent quelques chagrins de tout ce qui s'était passé, au moins, ils vont dire que ceux qui sont venus gouverner actuellement, vraiment, ils sont à la hauteur, ils sont sur la bonne piste pour aller vraiment vers une paix. Et la paix, comme ils l'ont dit hier à l'Assemblée onusienne, placer les droits des peuples au cœur de la consolidation de la paix et de la justice transitionnelle. Tant qu'il n'y a pas eu ça, la Mauritanie vraiment ne sortira pas de ces problèmes-là. Ça, c'est sûr. Alors, nous aimons la Mauritanie. On est gêné même d'entendre que la Mauritanie est ceci et ceci et ceci, mais c'est la réalité des choses. Donc pour effacer tout ceci, il faut revenir à la réalité, s'excuser, dédommager, juger, réparer. Où est le problème? Les gens pourront au moins se retenir. Tout à fait. Tout à fait. Alors parlons maintenant de la cohésion nationale et les perspectives d'avenir. Comment les jeunes générations perçoivent-elles cette histoire parfois absente des manuels scolaires? Les manuels scolaires, ça c'est un autre cas, puisque ça ne date pas d'aujourd'hui. Circulaire 02,
c'était en 78-79. Et lorsque les grèves ont déclenché, il n'y avait pas seulement que des Noirs. Il y avait tous les apprenants, des Meurs blancs, des Noirs et tout, toutes les communautés qui sont à l'école, qui ont fait cette grève générale de tous les lycées. Tout à fait. Actuellement, il y a des générations qui sont en train de grandir et de constater ces gens, ce qu'ils avaient fait il y a 35 ans, vraiment c'était odieux. Et pourtant, ils sont de leur ethnie, ils le savent. Tout à fait. Mais ils n'y peuvent rien du tout. Il y a des gens qui élèvent la voix, qui se retrouvent en prison. Donc ils savent que c'est eux qui n'ont pas voulu réparer cette erreur-là pour devoir de mémoire. Alors, y a-t-il un risque de rupture mémorielle entre parents et enfants? Actuellement, si maintenant on veut arabiser toute l'éducation nationale, et eux, ils prennent leurs fils, ils les envoient à l'extérieur pour apprendre le français et l'anglais ou l'espagnol. Cela veut dire que maintenant, toutes les intentions qu'ils avaient auparavant de nuire vraiment ces populations noires-là, c'est sur cette lancée-là qu'ils sont. Ok. Alors, que faudrait-il faire concrètement pour restaurer la confiance entre les différentes composantes du pays? Les différentes composantes du pays ont besoin. Actuellement, il y a des Morts blancs, il y a la communauté des Noirs qui sont sur le même chevet, qui appartiennent à un même parti politique. Donc il n'y a pas ce problème-là. Mais c'est le noyau des gouvernants. Si vous voyez les 10 coups d'État qui sont passés en Mauritanie, jusqu'à présent, ce sont des amis et des frères armes qui ont compris tout ceci. Donc ils ne veulent pas qu'une autre tierce personne vienne diriger les destinées du pays pour leur dire que vous avez commis tel et tel. Donc ce cercle vicieux-là, c'est lui qui continue jusqu'à présent de gouverner cet État-là. C'est ça la vérité. Parlez-nous de réformes institutionnelles, pas seulement symboliques. Oui, vous avez parfaitement raison, parce que si on arrive vraiment à réviser la Constitution pour mieux encore amener des problèmes aux populations noires, cela veut dire que ce n'est pas une révision d'institution. Non. C'est des manœuvres pour mieux augmenter les difficultés de ces populations noires en Mauritanie. C'est tout simplement ça, ça se résume ça. Tout à fait. Ça. Alors, le 28 novembre, doit-il rester une fête nationale ou être réinventé pour inclure la mémoire des victimes? Exactement. Si c'était un état vraiment de droit, je pense que c'est ce qu'il doit y avoir. Parce que tout simplement, on ne peut pas tuer par pendaison des soldats qui ont défendu le territoire national, qui n'ont commis aucune erreur, aucune faute grave pour être pendus le jour, la veille de l'indépendance. Donc, si vraiment ils veulent la vérité, ils doivent considérer cette journée du 28 novembre comme un deuil national pour de bon. Ou bien réinitier l'expression pour trouver un autre nom qui n'est pas célébrer la fête de l'indépendance. Alors, existe-t-il des modèles internationaux dont la Mauritanie pourrait s'inspirer? Les modèles internationaux, ils ne sont pas chauds pour ça, parce que tout simplement, au niveau international, on sait tout ce qui s'est passé en Mauritanie. Même si la communauté internationale continue de faire la sourde oreille, on sait très bien qu'ils sont informés de tout. On a vu qu'un seul président qui attaquait les gouvernants de la Mauritanie, c'était Trump. Il n'y a pas eu une autre personne qui s'est tenue pour dire ce qui se passe en Mauritanie, il n'y a pas. Donc il n'y en a pas. Donc cela veut dire qu'au niveau international, ils savent que dans les mois à venir, ils vont répondre. Parce que les 4 pays au monde qui sont considérés, c'est des pays spécialisés dans des tortures, dans des violations des droits humains. Ces 4 pays-là vont répondre dans quelques mois au niveau de Genève. Tout à fait. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'État de la Mauritanie qui veut se faire le petit malin pour dire que voilà, on va essayer maintenant de faire régler le passif humanitaire international pour préparer au moins, dire au niveau de ces assises-là, au moins épulcher un peu
toutes les questions brûlantes qui les attendent là-bas. Ok. Quels sont les obstacles principaux à une vraie réconciliation nationale? Les obstacles vrais, c'est le refus de ne pas juger les tortionnaires. Okay. Les obstacles vrais, c'est de ne pas vouloir réparer ce qu'on a gaspillé. C'est de ne pas vouloir restituer à toutes ces personnes-là leurs biens, leurs terres et leur dédommagement, puisque il y avait des fonctionnaires et consorts, des élèves et consorts. Ouais. Est-ce un problème de volonté politique, de pression sociale ou d'absence de justice? C'est une absence de justice, puisque la volonté politique, là, elle ne peut pas être assise si vraiment l'État n'est pas en état de droit. Il ne faut pas que les gens se leurrent. L'état de droit, c'est dans l'état de droit que les autorités politiques doivent vraiment être à l'aise. Si maintenant il n'y a pas état de droit, cela veut dire que tout politicien peut faire n'importe quoi à l'autre. Okay. Alors que ceci n'aspire pas vraiment aux règles de la bonne gouvernance et ni à l'état de droit. Tout à fait. Alors parlons des témoignages. Justice, avenir politique. Quel rôle peuvent jouer les associations de victimes, les historiens et les médias dans la recherche de vérité? Le rôle, il est vraiment primordial et est très important. Parce que tout simplement, si le mouvement pour la défense des droits des réfugiés et des minorités s'installe au niveau de la Commission africaine, c'est avec les 102 ONG accréditées. Okay. Les 102 ONG, ce sont les 102 ONG des 5 continents. Ce n'est pas seulement l'Afrique. Donc cela veut dire qu'ils peuvent vraiment faire la sensibilisation au niveau de tous les collègues des ONG qu'on rencontre là-bas. Okay. Non, ça c'est un. De deux, au niveau de la Commission africaine, il y a des rapporteurs spéciaux. Donc cela veut dire que c'est tellement facile de divulguer ça. Maintenant, si par exemple, je prends le cas de l'association des orphelins. Ils étaient à New York, ils étaient en Europe, ils étaient à Dakar, un peu partout. Donc tout le monde a entendu ce qu'ils voulaient dire. Okay. Donc cela veut dire que c'est dans ces conditions-là qu'il faut continuer de dénigrer et de dire vraiment tout ce qui se passe au niveau, tout ce qui s'était passé en 89 et 91. Donc c'est la seule voie, c'est le seul chemin adéquat pour vraiment dénoncer ce qui se passe au niveau de la Mauritanie par rapport aux normes internationales, par rapport à l'harmonisation de leur texte qui n'est pas vraiment à la hauteur, puisque dans le texte, on ne prévoit pas de juger quelqu'un. Ça, c'est pas un texte juridique. Donc, tout un chacun va faire tout ce qu'il veut. Donc, il faut revenir à cette réalité des choses-là. La Constitution, ils l'ont trouvée. Le colon a laissé ici un texte vraiment propre pour le respect des droits humains, pour vraiment l'harmonisation de la Constitution avec le texte international. Maintenant, si ces pauvres militaires-là n'ont pas cette culture-là, ne veulent pas considérer ça, cela veut dire qu'on n'a pas toujours le premier pas à faire. Pensez-vous qu'une commission indépendante serait possible en Mauritanie? Une commission indépendante, je ne pense pas. Parce que tout simplement, l'État mauritanien, même pour le passif humanitaire, ils ont choisi des gens pour être entre eux et les populations qui réclament leurs droits. Et ces gens qu'ils suivent ne sont pas à la hauteur. Ils ne sont pas à la hauteur. Pourquoi? Parce que tout simplement, la crédibilité que doivent les accorder les autres victimes ne sera pas en place. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont été choisis par ces États-là. Ok. Alors, Monsieur Abdourahmane Sy, à titre personnel, qu'est-ce qui motive votre engagement sur ces questions sensibles et parfois dangereuses? Avez-vous subi des pressions ou des tentatives de dissuasion? Motivé par rapport à ça, c'est de vivre vraiment les événements jusqu'à ce qu'on me ramène le 7 mai 1989 ici à Dakar. Ok. Et savoir aussi
qu'il fallait s'organiser en association et essayer de se rapprocher vraiment de ces organismes qui parlent du droit pour mieux faire la sensibilisation parce que au niveau de nos compatriotes, presque les 65% c'était des analphabètes, des cultiveurs, éleveurs et pêcheurs. Donc il fallait des gens qui seront volontaires vraiment de les accompagner, de parler à leur place, de choisir tout ce qui est bon pour eux par rapport aux orientations au niveau du système des Nations Unies, au niveau de l'État du Sénégal, par rapport à ces directions et consorts, et au niveau de la Commission africaine et d'autres ONG qui nous aident vraiment à leur survie. Et l'autre cas de figure, c'est parce que tout simplement, quand on a 18 ans, on nous arrête parce qu'on faisait... on était considérés comme des dirigeants de la grève de 78-79. Donc, nous, on était déjà préparés à ça. Dès le bas âge, on savait que ces gens-là allaient vraiment hypothéquer vraiment l'avenir de ce pays-là par ces idées barbares-là. Le racisme et l'esclavage au niveau du XXIe siècle, c'est vraiment dévolu, franchement dit. Tout à fait. Alors, enfin, quel message souhaitez-vous adresser à ceux au pouvoir ou dans l'opposition qui refusent encore de regarder cette histoire en face? Bon, mon message serait très clair. J'appelle aux autorités mauritaniennes. Si vraiment le président Ghazouani est vraiment motivé de régler ce problème pour de bon, il n'a qu'à commencer par la première marche. La première marche, c'est le jugement de tous ces bourreaux qui avaient commis ces exactions. La deuxième marche, c'est de remettre à ces populations leur mort pour que des prières soient organisées selon nos coutumes et notre religion. La troisième marche de cet escalier serait la réparation et le dédommagement de tous les fonctionnaires qui ont été déportés par rapport à ça. Donc, j'appelle aussi vraiment au président d'y aller avec vraiment fermeté parce que s'il le fait, ça lui rapportera vraiment des fruits que l'histoire de la Mauritanie va vraiment retenir par rapport à cette volonté de régler ce problème-là définitivement. L'autre cas de figure maintenant par rapport à mes compatriotes, je leur demande vraiment de rester vraiment serein et savoir que tant qu'il n'y a pas état de droit en Mauritanie, tant qu'il n'y a pas cette volonté d'aller vers l'état de droit, il faut continuer la sensibilisation. Et les problèmes, on pouvait même être en Mauritanie, avoir des problèmes pour vivre. Mais si on est réfugié, on a des problèmes, peut-être c'est un petit rajout. Mais n'oublions pas qu'on est musulman, on prie toujours que le lendemain soit meilleur. Tout à fait. Donc, je les demande vraiment du courage et de se remettre au Tout-Puissant, le Miséricordieux, pour que la réalité revienne au niveau de la Mauritanie. Ok. Et à la jeunesse mauritanienne, que dites-vous? La jeunesse mauritanienne, hypothéquée et aveuglée par toutes ces exactions, peut-être qu'il y a de ces jeunes qui n'ont qu'entendu ces événements, ils ne l'ont pas vécu. Peut-être c'est des gens qui devraient vraiment savoir que la Mauritanie est plurielle. Il y a beaucoup de communautés et ces communautés doivent vraiment vivre dans la paix et doivent vivre dans la cohésion sociale vraiment adaptable et être dans un état de droit. C'est tout jeune Mauritanien, c'est tout ce qu'il doit avoir dans la tête. Et revenir à la réalité des choses, puisqu'ils ont droit à l'éducation. C'est leurs droits, ce sont leurs droits qui sont bafoués actuellement. Quand quelqu'un fait le cursus scolaire français, français-arabe, du tic au tac, on te dit non, tu vas faire maintenant l'arabe directement. Cela veut dire qu'ils sont en train d'hypothéquer encore l'avenir de ces jeunes-là. Donc, je demande vraiment tous ceux qui sont restés et tous ceux qui élèvent la voix de conscientiser vraiment ces jeunes pour peut-être qu'un jour, on n'aura plus de militaires,
On n'aura plus de quelqu'un qui avait fait un séjour dans une caserne quelconque pour devenir vraiment un bourreau dans les événements passés. Ok. Alors, nous arrivons au terme de cette émission d'Océan Politique. Aujourd'hui, avec Abdourahmane Sy, nous avons revisité des événements qui, bien que douloureuses, continuent de façonner la Mauritanie d'aujourd'hui. Parler du passé, ce n'est pas l'exploiter, c'est refuser l'oubli, c'est donner une voix à ceux qui ne l'ont jamais eu, c'est reconnaître que la construction d'une nation passée par la vérité et la dignité, passe par la vérité et la dignité. Les dates, les faits, les blessures, tout cela appartient à notre histoire commune. La responsabilité de notre génération, journalistes, intellectuels, politiques, mais aussi citoyens, est de transformer cette mémoire en un socle de paix, de justice et d'unité. Merci à vous, M. Abdourahmane Sy, pour votre éclairage et votre courage. Merci à vous qui nous écoutez pour votre fidélité et votre engagement. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre invité. Nous remercions le directeur de la radio, M. Abdoulaye Diop, le technicien Massayer Gaye. À dimanche prochain pour un autre invité. Merci, M. Sy. Merci à vous, pareillement. Merci. C'est à moi de vous remercier. Merci. Merci beaucoup.